Bonjour, merci. Je vais vous parler du sevrage et un exposé assez pratique. Quelles sont les recommandations de la recherche pour... on m'entend pas. Pour bien sevrer son poulain. C'est mieux. Alors, à l'état naturel, le sevrage apparaît vers la 40e semaine. C'est à peu près quand il a 10 mois, quand la mère est prête à nouveau à mettre bas. Mais en fait, le jeune, il ne va pas s'en aller comme ça d'un coup à 10 mois. Il va rester avec sa mère jusqu'à ses 2 ans environ et faire des allers-retours entre les différents groupes familiaux qu'il y a autour et le sien. C'est donc une séparation tout à fait tardive, très progressive et à l'initiative des deux, de la mère et du poulain. Alors en élevage, c'est tout à fait différent puisqu'en général, le sevrage a lieu vers l'âge de 6 mois, en une seule fois et à l'initiative exclusivement de l'homme. Du coup, c'est quand même un stress important et évidemment une altération du bien-être. Il y a de nombreuses études qui montrent qu'à ce moment-là, il y a souvent une perte d'état physique, une sensibilité aux maladies plus accrue. Et aussi, c'est une période critique pour l'apparition des stéréotypies, des tics, notamment des tics oraux. Les chevaux se mettent à fouiller, se mettent à tiquer. Et généralement, ces tics sont ensuite irréversibles. Donc c'est un peu dommage, ils les acquièrent à 6 mois et ensuite ils les gardent. Et surtout, c'est un problème qui touche quasiment 100% des chevaux domestiques, puisque quasiment 100% des chevaux domestiques, qu'ils soient de loisirs, de sport, de course, sont sevrés à l'âge de 6 mois. Donc c'est quand même un premier traumatisme qu'on peut éviter grâce à un certain nombre de recommandations. Donc effectivement, s'il est nécessaire de sevrer le poulain, comment faire pour que ça se passe au mieux? Donc ma petite revue, là, elle va être décomposée en 3 étapes assez logiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avant le sevrage? Qu'est-ce qu'on peut faire le jour J et qu'est-ce qu'on peut faire après le sevrage? Alors avant le sevrage, je vais vous parler de 2 mesures. D'abord sur la transition alimentaire. Est-ce qu'on peut préparer le sevrage en effectuant une transition alimentaire? Là, je vais d'abord vous parler de l'étude de Hoffman en 1995. Ils ont comparé 18 poulains. Un premier groupe de poulains était nourri exclusivement au fourrage, tandis qu'un second groupe de poulains avait aussi des compléments minéraux. Donc à la fin, au moment du sevrage, les poulains avaient le même poids, mais il y avait un groupe qui avait reçu 2 fois plus de phosphore, 7 fois plus de zinc, 5 fois plus de cuivre et 2 fois plus de fer que l'herbe. Et effectivement, ce groupe qui avait été supplémenté avait moins émis, mangeait plus et avait un taux de cortisol inférieur, on dit l'hormone du stress, plus bas le jour du sevrage. Donc il s'était mieux adapté au sevrage. Je ne suis pas nutritionniste, mais ce seraient ces minéraux qui auraient aidé à lutter contre le stress. Donc une première mesure simple. Il y a aussi cette étude de Nicole qui a comparé en 2005 une alimentation qui est riche en matières grasses et en fibres et une alimentation qui est plutôt riche en sucre et en amidon. Et elle montre aussi un effet. Les chevaux qui avaient eu plus de matières grasses et de fibres étaient moins agités au moment du sevrage, donc a priori c'était mieux adapté à la séparation. Donc oui, on peut préparer cette transition grâce à des dispositifs spéciaux pour habituer le poulain à manger sa propre ration. Donc il faut rajouter des compléments minéraux et privilégier une alimentation qui soit riche en fibres et riche en matières grasses. Alors la deuxième mesure que l'on peut faire en amont du sevrage pour préparer la séparation, c'est est-ce qu'on peut habituer le poulain à se séparer de sa mère? Donc il y avait 2 études très anciennes, 85 et, enfin pas très anciennes, mais 85 et 87, qui avaient juste comparé quel est l'effet d'une séparation totale, donc on éloigne vraiment le poulain de sa mère, contre une séparation partielle. Juste on les sépare avec une barrière à claire-voie. Et il est moins stressant de faire une séparation partielle que totale. Cependant, au bout d'un moment, l'éleveur va vouloir récupérer le poulain ou enlever la mère, et là, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, voir l'effet. Donc on n'a qu'une réponse très partielle. Ensuite, en 2005, on avait cette étude de Moons, qui avait été un peu médiatisée dans la presse, et ils avaient fait des séparations, mais c'était un peu une habituation de séparation un peu étrange, qu'ils avaient commencé à 2 semaines de vie, chez le tout petit poulain, jusqu'à 3 mois. Ils avaient fait 6 séparations de 10 minutes. Et ils n'avaient pas montré un réel bénéfice, évidemment, à cette habituation très précoce. Et surtout, c'était un stress très inutile pour les poulains, au regard de l'effet que ça avait eu le jour du sevrage définitif. La seule chose, c'est que ça ne correspond pas vraiment à ce que les éleveurs font dans la pratique. Donc, comme il y avait toujours cette polémique, l'année dernière, on a décidé de tester ça à l'INRA de Nosigny pour voir si on peut réellement habituer ou non à la séparation, s'il y avait vraiment les pros et les contre cette procédure. Donc on a fait ça avec différents collègues à Nosigny. Alors, je ne sais pas si vous avez des pronostics sur si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que
On entend tout chez les éleveurs. Alors voilà, donc on a fait un premier lot de 18 poulains qu'on a habitués à la séparation. Donc à 5 mois, tous les jours, on a repris la procédure qu'ils font à l'INRA depuis un certain temps. On a fait tous les jours des séparations quotidiennes, mais de durée croissante. C'est-à-dire qu'au début, on commence à 15 minutes, on augmente, jusqu'à ce que la veille du sevrage, on arrive à les séparer pendant 6 heures. Et la séparation, c'est la photo que vous voyez à gauche. Soit les poulains sont à l'intérieur du box, on met une barrière à claire-voie et les juments sont dans le paddock, soit on tourne le lendemain. Et on fait ça tous les jours. On avait aussi 16 poulains témoins qui n'avaient pas du tout été préparés. On a sevré tout le monde à 6 mois. Donc j'avoue que je ne savais pas trop ce que ça allait donner. À l'INRA, ils étaient plutôt convaincus, je ne savais pas. Et les résultats, effectivement, le jour J, là on a le nombre de hennissements par heure chez les poulains le jour du sevrage définitif. À gauche, vous avez le lot qui n'a pas été préparé. À droite, le lot qui a eu ces séparations quotidiennes. Et en fait, finalement, c'est assez clair. Il y a 2 fois moins de hennissements dans le lot progressif que le lot témoin. Avec malgré tout, ça sort, mais il y a quand même une variabilité. Certains vont s'habituer vraiment. Il n'y a aucun hennissement le jour J, et d'autres vont quand même hennir encore. Donc c'est pas, ça n'élimine pas le stress du sevrage, mais on voit quand même que ça le diminue bien. Puis on a la même chose sur d'autres comportements, comme le nombre de trot, où ici on a les témoins. Là, on a les chevaux progressifs. Et on voit qu'on a 3 fois moins de trot, 10 en moyenne chez les progressifs, contre près de 40, 30, 40 chez les témoins. Donc oui, il y a un effet sur le comportement. Il y a notre collègue Nuriyama qui est dans la salle, qui a prélevé tous les crottins de ces poulains à différents temps. Alors déjà, elle voit un effet du sevrage, mais elle a vu aussi un impact des 2 groupes sur le microbiote intestinal. Donc elle continue les analyses, donc elle en parlera probablement l'an prochain, peut-être à la JRE. Donc en tout cas, ça avait l'air bénéfique. Alors après, dans l'étude de Moons, il mettait vraiment l'accent sur le fait que c'est aussi des stress de séparer tous les jours le poulain de sa mère. Donc effectivement, on pouvait vraiment s'attendre à ça. Donc on les a regardés un peu au microscope pendant toute la période. Et lors des séparations, parmi tous les indicateurs de stress qu'on a mesurés, effectivement, il y a un effet sur les hennissements. C'est-à-dire que les progressifs hennissent un peu plus, mais si on regarde les taux, les témoins hennissent 0,3 hennissements par heure, quand ils ne sont jamais séparés. Et pendant les séparations, les progressifs sont à 1,7 hennissements par heure. C'est quand même beaucoup moins que les 40 hennissements par heure du jour J. Donc oui, il y a une petite perturbation, mais a priori, elle est quand même assez limitée. Donc c'est bénéfique sur les poulains. Par contre, on a aussi regardé au microscope les mères, et là, on n'a vu aucun effet. Alors le jour du sevrage définitif, les mères, on les a quand même déménagées de lieu. Et peut-être que l'effet lieu, elles ont changé d'environnement, elles regardaient un peu partout. Peut-être que ça a masqué d'éventuels effets, ou alors simplement, il n'y en a pas. Alors après aussi, ce qu'on nous a dit, c'est attention, mais là, ça va si on a un poulain, mais si on a des grands élevages, c'est impossible à faire cette habituation. Et en fait, ça fait 10 ans ou 5-10 ans que c'est fait à l'INRA de Nouzilly. À l'INRA, ils ont entre 25 et 35 poulains par an. Et en fait, ils mettent 15 minutes à une personne pour séparer toutes les mères des poulains. Parce que les poulains, ils les nourrissent en même temps. Donc ils ouvrent la barrière à claire-voie qui est au centre, là. En fait, tous les poulains se précipitent pour aller manger. Les mères les laissent vraiment partir, c'est assez étonnant. Et voilà, il y a 15 minutes pour les surveiller, les nourrir et les séparer. Donc l'éleveur est ici et il dit que c'est vraiment très faisable. Alors voilà, là on a préparé tout. Maintenant on arrive le jour J, il faut les séparer. Donc à quel âge, comment on fait et est-ce qu'on les laisse seuls ou en groupe? Tout ça, il y a des réponses. Enfin, pas tout ça. Parce que d'abord, à quel âge? On peut se poser la question, on sèvre en général à 6 mois. Est-ce que c'est utile de le faire tôt? Parce qu'il y a des gens qui préconisent de le faire plus tôt. J'ai même entendu pour pas que le poulain s'habitue trop à sa mère, donc il vaut mieux les séparer tôt. Ou est-ce qu'on le fait par habitude? Et là, moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'étude vraiment qui ait déterminé un âge optimum pour le sevrage. Il y a le bon sens, il faut peut-être mieux attendre quand même qu'il soit assez fort et qu'il soit assez émancipé, tout en vérifiant régulièrement l'état de la jument. Parce que ça, il y a des cas de poulains mâles qui saillissent les juments, donc il faut évidemment faire attention. Alors ensuite, il y a des études, par contre, est-ce qu'il vaut mieux, quand on a plusieurs poulains et plusieurs juments, retirer tout le monde d'un coup, au moins c'est fait, ou est-ce qu'il faut le faire tous les jours? Alors pareil, je ne sais pas si vous avez une opinion. En tout cas, il y a 2 études qui montrent que retirer les mères, une par une, induit moins de stress. Les poulains ensuite font moins de vocalisation, moins de défécation, moins de locomotion, et il n'y a pas de perte de poids. Donc là, ça semble assez clair, qu'il vaut mieux faire ça une par jour. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux le jour J, les laisser seuls en box pour être sûr que voilà, ils sont bien cadrés, ou les laisser en groupe dehors?
Et là, il y a au moins 3 études. D'abord, cette étude de Heleski en 2002, qui a comparé des poulains au paddock à 3 ou des chevaux en boxe tout seuls. Alors voilà, chez les chevaux tout seuls, en bas, il y a plus de comportements qu'elle dit aberrants, comme le fait de lécher les murs, mâchouiller les murs et les barreaux, botter contre les murs. Il y a beaucoup de séquences de ruades et cabrées dans le box, tandis que dans l'autre groupe, ils bougeaient plus, de façon plus naturelle, ils pâturaient plus, ils avaient plus d'interactions sociales. Donc elle conclut que, voilà, sans aucun problème, il faut mieux les mettre le jour du sevrage en groupe, au paddock ou au pré. Alors après, ce n'est pas toujours possible, donc il y a d'autres chercheurs qui ont comparé, alors vaut mieux si c'est au box tout seul ou au box par 2. Cette première étude en 84 a montré que au box tout seul, ils hennissent quand même plus qu'au box par 2. Donc ça serait préférable d'être par 2. Mais 10 ans plus tard, il y a une autre équipe qui a montré, attention, parce que par 2, il peut y avoir des comportements agressifs et des risques de blessures. Donc tout ça, c'est à surveiller. Le mieux, là, a priori, c'est en groupe, au paddock ou au pré. Si les poulains ne sont pas agressifs, en box par 2, et le dernier cas, c'est en box individuel. Et puis, évidemment, le jour J, c'est hyper important d'observer, parce que quand ils commencent à se chahuter dans le box, il faut évidemment intervenir. Alors, on peut aller plus loin, puisque là, OK, il faut les mettre en groupe, mais on peut faire encore mieux. Ça, c'est l'étude de Séverine Henry qui est là. Elle a introduit des adultes le jour J, au moment du sevrage. Donc des adultes non apparentés. Et elle voit que les chevaux, donc le groupe qui avait des adultes avec eux, c'est celui en noir. Et l'expérience a été reproduite 2 fois. Et elle voit qu'ils hennissent moins. On voit que la barre noire est plus petite que la barre grise dans les 2 expériences. Elle a vu également qu'il y avait un taux de cortisol inférieur, qu'il y avait moins de comportements agressifs, de tétées non nutritives et d'autres comportements aberrants. Et puis, ça c'est intéressant, elle voit qu'il y a moins d'interactions négatives. C'est toujours la petite barre noire quand il y a des adultes que quand il n'y en a pas. Elle est à presque 0, quelque chose quand il y a des adultes, contre 4,5 5 quand il n'y en a pas. Et enfin, il y a plus de positifs puisqu'il y a aussi plus de toilettage mutuel. Donc l'introduction d'adultes le jour du sevrage, ça semble vraiment bénéfique et puis ça a été confirmé ultérieurement. Après, ça y est, les poulains sont séparés, ils ont été préparés, ils sont séparés. Qu'est-ce qu'on fait? Où on les loge? Qu'est-ce qu'on doit faire si jamais on doit quand même les rentrer? Et quand est-ce qu'on pourrait commencer à les manipuler? Alors après le sevrage, est-ce qu'on les met seuls ou en groupe? Je pense que là, vous allez presque deviner. C'est très important de maintenir des poulains en groupe hétérogènes qui comprennent aussi bien des adultes que des poulains, effectivement, en milieu naturel. Les groupes familiaux, il y a la mère, le père, les demi-frères, les demi-sœurs et des adultes non apparentés. Il n'y a pas des groupes de poulains tout seuls de 6 mois. Et effectivement, c'est Marie Bourjat qui a montré ça, que la présence d'adultes dans les troupeaux permet de diminuer les comportements agonistiques et d'établir des associations préférentielles entre les membres du groupe. Il y a aussi cette étude de Christensen qui est spécifiquement chez les jeunes mâles, parce qu'on a un peu de mal justement à mettre les jeunes mâles ensemble. Et elle a montré que des mâles de 2 ans, qui sont élevés tout seuls, ont un taux d'agressivité vraiment très important qui explose quand ils sont replacés au sein d'un groupe, comparé à des mâles qui ont toujours été par 3. Donc elle conseille, elle montre que les mâles élevés en groupe présentent des associations préférentielles en plus, donc il y a quand même une bien meilleure cohésion de groupe. Et elle conseille donc de mettre les jeunes mâles en groupe, même les jeunes mâles en groupe après le sevrage. Alors ensuite, où est-ce qu'on les met? Donc évidemment, il y a 2 études qui ont fait des études épidémiologiques qui montrent qu'il est bien plus préférable de maintenir les animaux à l'herbe dans un environnement qui est donc beaucoup plus enrichi qu'en box, qui est un milieu beaucoup plus appauvri, puisque ça va limiter l'émergence des stéréotypies. Ça a été montré. Mais parfois, les pâtures, elles ressemblent à ça l'hiver, notamment quand on a beaucoup de chevaux ou qu'on est en Touraine. Donc, on ne peut pas vraiment toujours les laisser dehors. Alors, si on doit les rentrer, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, on peut commencer à enrichir l'environnement, améliorer les conditions qui sont plutôt appauvries si on les laisse au box. Donc ça, c'est une étude qu'on a publiée il y a 2 ans, où on avait comparé 10 chevaux qui étaient dans un environnement, alors on dit soit appauvri, soit standard si on est plus politiquement correct parfois. En tout cas, ils avaient 3 repas de foin et de granulés. Ils avaient des sorties individuelles au paddock et des litières de copeaux. Ils avaient 10 à 11 mois. Et voilà, la litière de copeaux.
Et dans l'autre groupe, eux, ils avaient de la paille, ils avaient plusieurs filets à foin disposés dans le box, ils avaient du granulé, mais pas toujours dans la mangeoire, parfois elle était dans la paille. Il y avait différentes stimulations sensorielles et cognitives, des tâches cognitives à résoudre, très simples, hein, faciles à mettre en place par un éleveur, des objets, des odeurs, on changeait ça tous les 2-3 jours, la musique. Et puis, évidemment, très important, ils avaient accès à des relations sociales, plusieurs heures. Et on a montré qu'il y avait dans ce groupe-là, plus enrichi, moins de signes de mal-être, moins de hennissements, moins de vigilance, moins de comportements aberrants. Et ils s'étaient plus souvent vus couchés à se reposer. En plus, ils deviennent moins émotifs, moins peureux dans les tests de tempérament que Marianne vous a présentés ce matin. À l'inverse, ceux-là se mettent à développer des comportements dangereux pour l'homme. C'est un peu l'effet cocotte-minute, on dit, dans les clubs ou dans les box. On voit ici les comportements de défense. À gauche, c'est le milieu plutôt appauvri. On voit 5 défenses lors d'un petit test de marche en main de 2 minutes ou 3 minutes. Et à droite, chez le groupe enrichi, on voit énormément moins de défense. On a même eu, à vrai dire, un accident dans le groupe de gauche quand on manipulait. Donc un effet très net sur le comportement et les indicateurs de bien-être, mal-être que l'on a mesurés. Alors, on a aussi prélevé le sang de ces poneys et travaillé avec des collègues de l'INRA de Bordeaux, Marie-Pierre Moisan et Aline Foury. Et elles ont extrait les ARN à partir de ces prises de sang afin d'identifier des gènes qui auraient été plus ou moins exprimés dans le lot appauvri ou bien dans le lot enrichi. J'ai déjà montré à plusieurs reprises ces résultats, mais je les trouve toujours très marquants. Alors moi, je ne suis pas généticienne. À gauche, là, on voit chaque colonne, chaque bande. Voilà, une bande comme ça. C'est un animal. À gauche, on a dans le lot plutôt appauvri. Voilà, toutes ces bandes. J'essaie de vous montrer avec le curseur. Le lot appauvri. Là, on a chaque cheval du lot enrichi. Et chaque petite ligne, ce sont des gènes. Et la couleur bleu clair ou bleu foncé correspond à une surexpression de certains gènes. Et donc, voilà, même moi qui n'y connais rien en génétique, on voit un contraste évidemment très fort dans les deux groupes. Et donc, ces collègues ont caractérisé ce que c'était, ces gènes. Et elles montrent, donc c'est bien le gène dans les cellules sanguines, hein, c'était à partir de prise de sang. Chez les enrichis, on a plutôt une activation des gènes du développement cellulaire. Et chez les appauvris, une activation des gènes de la mort cellulaire. Alors, on ne sait pas comment ça se traduit hein, en termes de symptômes. C'est à étudier, parce que là, on commence à partir dans les mécanismes de l'influence du mal-être psychologique sur les problèmes éventuels de santé. En tout cas, on n'a pas le lien pour le moment. On peut juste remarquer qu'il y a une vraie empreinte du mode de vie. Hein. Le mode de vie laisse une empreinte sans doute durable sur le transcriptome. Et puis, par ailleurs, on ne fait pas nécessairement la relation, mais on a quand même 3 poulains sur 9 du groupe appauvri qui ne finissent plus entièrement leur ration après seulement 12 semaines. Ça, c'est fréquent, hein, que dans les écuries, certains chevaux finissent plus leur nourriture. Et là, l'effet est uniquement vu chez les chevaux appauvris, les poulains du groupe appauvri. Donc, si jamais on est obligé de les rentrer en box, comme je vous montrais, parce que les terrains sont totalement impraticables, il faut améliorer leur environnement, enrichir leur environnement, tant au niveau social que physique ou bien alimentaire. Et puis, l'enrichissement peut se faire aussi chez les chevaux au pré, hein, afin de diminuer notamment l'émotivité. Donc, un cheval tout seul au pré, c'est pas super non plus, c'est pas parce qu'il est juste dehors que ça va. Un pré avec que des clôtures électriques, on peut pas se gratter, il n'y a pas un arbre pour s'abriter, non, c'est pas parce qu'il est dehors que ça va forcément bien. On peut rajouter, comme on l'a fait dans une étude, plein d'objets. Il faut les changer tous les 2-3 jours, parce que l'intérêt, c'est de changer l'environnement. C'est pas l'objet, c'est le changement fréquent d'environnement qui peut permettre de diminuer l'émotivité. Enfin, je vais vous parler de cette dernière étude que l'on avait réalisée en 2005. On avait montré qu'on peut profiter du sevrage, de cette rupture du lien entre la mère et le jeune, pour manipuler les poulains. Donc on avait comparé des poulains manipulés juste après le sevrage. Voilà, donc dès le jour du sevrage, on commence à manipuler pendant 15 jours, donc on les caresse, on leur prend les pieds, on les fait marcher en main. Ou bien on commence ça, mais 3 semaines après. Et ce qu'on montrait, c'est qu'il y avait un effet sur le temps de pose du licol, le temps de prise des pieds et la facilité pour marcher en main. Les chevaux verts, là, le groupe vert, c'est les chevaux manipulés tout de suite après le sevrage. Les roses, c'est ceux qui sont manipulés 21 jours après. On voit bien un effet très marqué sur le temps de poser le licol, le temps pour prendre les pieds, la facilité pour marcher en main. Et en plus, les effets se sont complètement atténués dans le lot manipulé 21 jours après, tandis que dans le lot manipulé tout de suite après, 10 mois après, on voyait encore qu'ils étaient plus faciles que les autres.
Donc commencer à manipuler les poulains dès le lendemain du sevrage, c'est plus facile, plus efficace, et ça a des effets plus durables que si on commence 3 semaines après. J'ai terminé. Alors ce qu'il faut retenir, c'est avant le sevrage, il faut préparer la transition alimentaire. Là, pour la première fois, on vient de démontrer que sevrer progressivement, c'est un intérêt pour le poulain. Le jour J, il n'y a pas d'urgence à sevrer, probablement. C'est préférable de retirer les mères une par une. Il faut maintenir les poulains à plusieurs, avec des adultes, sous surveillance pour le jour J. Et c'est les poulains au pré ou au paddock. Et après le sevrage, il vaut mieux maintenir les poulains au pré en groupe d'âge varié, enrichir l'environnement, et profiter des jours suivant le sevrage pour manipuler. Et avant de terminer, donc je remercie la jumenterie de l'INRA de Nouzigny qui a participé à toutes les études que nous, on a faites, au conseil scientifique de l'IFCE qui a financé, pareil, nos études. Et puis, je voulais vous montrer des nouvelles de nos petits poulains de l'année. Et là, j'ai besoin d'aide de Marion. Donc ça a été filmé il y a quelques jours sur des poulains qui ont été sevrés à Noël. Donc je vous parlais en Touraine, malheureusement, ils ne peuvent pas rester au pré. Donc ils ont été rentrés dans des stabulations à plusieurs. Et donc à Nouzilly, ils leur mettent différents types d'objets. Et voilà, on les voit interagir entre eux et jouer avec ces... Enfin, jouer, je ne sais pas, mais en tout cas, interagir avec ces différents objets. L'intérêt, c'est qu'ils les changent tout le temps. Ce n'est pas les mêmes choses qui restent dans les paddocks. J'ai eu des nouvelles du ballon ce matin par Fabrice. En fait, le ballon n'existe plus. Donc voilà, je vous remercie. Je laisse...